Motion de soutien à Paul Biya, Aristide Mono décide de répondre au dérapage de Dieudonné Essomba. Suivez plutôt. D'abord, il faut dire que c'est un héritage du parti unique. Parce que c'est dans le parti unique qu'on avait ces pratiques où il y a une sorte de chef tutélaire, tout le monde parle à sa place. Mais ce n'est pas incompatible avec la démocratie. C'est un vieil usage du parti unique, mais qui a persisté en dépit de la démocratie. Bon, ceci dit, je crois qu'il faut aller à l'essentiel. Nous sommes aujourd'hui... les appels à candidature, c'est une donnée consensuelle à un régime qui est d'ailleurs sous le parti unique et qui n'a pas changé. Il est naturel que les habitudes qui ont la peau dure puissent se poursuivre. Donc, il me paraît naturel que les partisans du chef de l'État continuent cette pratique. Mais je pense que le problème fondamental posé au Cameroun aujourd'hui est que le chef de l'État étant déjà très âgé, le problème de la transition se pose. Or, ce problème-là se pose un peu mal au Cameroun. Parce que c'est ça le vrai problème. Le problème de la transition se pose un peu mal. Il se pose un peu mal. Le Cameroun n'a pas élaboré une vie politique qui permet une transition démocratique si le chef de l'État s'efface. Parce que d'un côté, nous avons ce parti qui n'a pas appris à faire la démocratie. C'est un parti qui dépend rien que de lui. C'est lui qui nomme à tous les postes, c'est lui qui sélectionne les responsables. Donc c'est un parti qui est incapable de fonctionner sur ce pas-là. Donc c'est une première impasse. Ensuite, une autre impasse. Le modèle lui-même n'a pas permis l'émergence d'une opposition politique capable de s'intégrer et de se présenter comme une alternative. Nous avons des opposants qui malheureusement sont soit localisés, soit trop marqués, soit trop clivants. Et on ne voit pas une perspective d'intégration de cette politique. Donc une sorte d'addiction sur Biya. C'est-à-dire que face à cette situation, les gens ont tendance à penser qu'il vaut encore mieux qu'il soit là. C'est-à-dire comme une sorte d'attente permanente, un peu comme un vieux père qui n'est plus utile, qui est même devenu plutôt nuisible, mais ses fils savent que s'il disparaît, ils sont incapables de s'organiser. Je crois qu'il y a une sorte d'addiction même sur le Biya, qui fait que tous les Camerounais veulent le changement, mais on ne sait pas de quel changement nous voulons. C'est ça le vrai problème. Et ceci, le système aurait dû connaître des réformes. Parce que si le système avait connu des vraies réformes, si Biya avait été ouvert réforme, s'il avait été extrêmement attaché à cette vision présidentialiste qu'il a héritée d'Aïdjo, s'il avait compris la nécessité de la décentralisation et même de la fédéralisation, je pense qu'on n'en serait pas là. Le fait qu'on ait maintenu un système monolithique, hyper centralisé, où un seul individu, avec son entourage, contrôle les 7 000 milliards du budget, contrôle tous les postes de la République, contrôle tout, fait que le poste même est devenu tellement, le poste est devenu intrinsèquement dangereux et potentiellement mortel pour le pays. Conséquence, il n'y a vraiment aucun projet au Cameroun alternatif au remplacement des Biya. Donc vous comprenez les appels à candidature? Non, les appels à candidature à deux niveaux. Il y a le premier niveau, c'est l'allégeance au régime auquel ces gens-là appartiennent. Mais le second niveau, moi je vais au second niveau, à savoir que vous savez, nous sommes ici dans ce qu'on appelle un jeu stratégique. Et Biya apparaît comme ce qu'on appelle un choix en économie. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que si vous demandez à chaque Camerounais, il va vous dire, premier choix, c'est Maïdadi. Deuxième choix, c'est Biya. Premier choix, c'est Cabral. Deuxième choix, c'est Biya. Donc il a un choix de tout le monde. Presque j'ai le premier choix. Et il se trouve que comme lui il est le deuxième choix de tout le monde, alors que les premiers choix sont localisés, il trouve comme le premier choix. Et c'est ça qui fait que ce qui rassure sa victoire. C'est objectif. Le fait que Biya se présente comme le second choix rassure sa victoire de manière objective. Parce que ses opposants sont très localisés. En son sein, il n'y a personne. Les gens sont peut-être potentiels, ils le sont potentiellement, mais ils ne sont pas, ils sont potentiellement capables de remplacer, mais ils ne le sont pas effectivement. On ne peut pas se mettre à remplacer quelqu'un de manière spontanée. Il fait. Or, aucun individu à l'intérieur, aucune personnalité à l'intérieur du RDPC n'a jamais voulu se créer une sorte de charisme, une sorte de puissance autonome. Tout le monde dépend de la bonne volonté du Biya. Tout le monde. Mais comment ça a pu être possible dans un pays bardé d'autant d'intelligence? C'est pour ça qu'on parle de modèle, c'est-à-dire qui a momifié, qui a émasculé tout le monde. Vous avez vu ailleurs qu'à un moment, il était même dangereux de vouloir se créer une sorte d'autonomie politique avec Biya. C'est-à-dire les gens qui ont pu, disons, développer une sorte de renommée de la signature de Biya ont connu des difficultés. C'est un modèle qui a été fabriqué comme ça. Un modèle qui avait un sens lors du parti unique, mais qui a cessé d'avoir, malheureusement, aussi bien Biya lui-même, parce que je vous rappelle, le chef de l'État était un ancien étudiant de l'Institut des hautes études d'outre-mer. Et son diplôme, c'est administrateur des colonies de la France d'outre-mer. Donc vous comprenez très bien qu'il est en total déphasage. Vécu comme ça, il n'a jamais compris qu'il fallait changer. Conséquent, on se retrouve avec une série d'impasses. C'est un système qui est dans l'impasse. C'est un système qui est dans l'impasse. Avec Aïdjo, la lucidité de lui transmettre le pouvoir et les allégeances. Le président Biya aurait donc aussi pu le faire. Malheureusement, il ne l'a pas fait. On se retrouve dans une sorte de système qui... Tout le monde est contre Biya, mais on peut être tous contre Biya, mais sans avoir de solution. Prise des appels à candidature dans l'entourage du chef de l'État, le retour du bal des renards. Le bal des renards parce qu'il s'agit des manœuvres clientélistes pour les promoteurs de ces appels qui ne peuvent pas défendre leur sincérité sur le coup. C'est reparti avec le bal des hypocrites qui parfois oublient que la meilleure façon d'appeler leur champion à se représenter éternellement ou de mourir éternellement au pouvoir, c'est de l'aider à améliorer sa gouvernance ou à savoir s'arrêter en cas de défaillance chronique. Au contraire, ils sont les premiers à aggraver ces bilans, inertie, laxisme, détournement et manque de résultats. Donc, déjà ces appels sont des appels des hypocrites, des appels des petits opportunistes aussi qui sont beaucoup plus mus par la sécurisation de leur place sur la table du roi que par la conviction sincère d'accompagner ces derniers. Mais ce qui choque davantage, c'est l'engagement, l'inclusion des communautés dans ces appels opportunistes par une petite poignée des ressortissants des localités. À leur insu ou contre leur gré, les communautés se trouvent mêlées à des manœuvres qui leur sont parfois préjudiciables. L'instrumentalisation du nous communautaire. Procède-t-il à des petits sondages pour recueillir l'avis préalable de leur communauté avant de les engager dans ces appels? Non. À défaut, prennent-ils le soin de consulter ne serait-ce que les leaders politiques ou d'opinion de leur localité avant de parler du nous communautaire? Pas du tout. Ce sont donc des manœuvres cavalières de quelques opportunistes. Ils se réunissent quelque part en catimini dans la stricte clandestinité, produisent une correspondance non pas en leur nom personnel mais au nom de toute la communauté. Le deuxième problème avec ces appels, c'est leur pertinence. Avec les signaux de détresse qu'on observe, les signaux que nous renvoient les forces physiques du président,
peut-on sincèrement lui souhaiter 7 ans supplémentaires à un poste de responsabilité comme celui de la présidence de la République qui en temps normal nécessite un minimum de capacité à se mouvoir sans grande peine? Aussi, l'élégance démocratique ne trouverait-elle pas un problème à apprendre qu'en démocratie, on retrouve encore des États dont les présidents accumulent 50 ans à la tête du pays? Bien évidemment, il y aura un problème avec l'élégance démocratique, ou du moins un problème d'aggravation du manque d'élégance démocratique. Mais le comble sur la question de la pertinence de ces appels, c'est le bilan peu reluisant des décennies déjà épuisées par le chef de l'État au Cameroun. Au moins, si ce bilan était une réussite, on serait en train de trouver des circonstances atténuantes à ces appels, en disant au moins pour ces prouesses managériales, nous pouvons comprendre ces appels. Mais hélas, on cherche encore ces prouesses avec la torche. Disons qu'elles sont tout simplement rares, voire quasi inexistantes. Sur le plan sécuritaire, rien de rassurant. Sur le plan économique, toujours rien. Sur le plan social, rien de bon, juste la vie chère et le tribalisme. Sur le plan infrastructurel, toujours rien. Alors, au final, qu'est-ce qui pourrait amener certains à accorder des circonstances atténuantes à ces appels ou cette instrumentalisation des nous communautaires? Rien du tout. Du coup, on ne peut que maintenir la thèse de l'opportunisme sur fond de clientélisme de plusieurs des promoteurs de ces appels. Des appels de la panse personnelle, malheureusement improductifs, j'allais même dire contre-productifs, parce que finalement, ces mandats répétitifs issus de ces appels rendent encore l'émergence du Cameroun hypothétique. Les espoirs de changement sont du coup hypothéqués. Plus ils durent, plus les chances de l'émergence s'amenuisent. Bon début de semaine à tous. Bon...